Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du savoir. Nous sommes face à l'actualité ce soir. Le Cameroun est un partenaire stratégique en Afrique centrale. Une déclaration du président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse conjointe avec le président de la République du Cameroun à Yaoundé. Une déclaration donc qui a suscité plusieurs polémiques, une déclaration qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive à la une des débats télévisés, à la une également des journaux télévisés. Emmanuel Macron en Afrique, Sergueï Lavrov également en Afrique, de nombreux panafricanistes et des géopoliticiens parlent justement d'une tournée rivale. Comment comprendre justement, comment expliquer cette présence d'Emmanuel Macron qui veut davantage réaffirmer, d'après lui, son engagement avec l'Afrique? Et à cet effet, plusieurs géopoliticiens parlent donc de tournée rivale. Quels enjeux autour de la présence du président français Emmanuel Macron? Sergueï Lavrov également en Afrique. Comment comprendre? Peut-on parler d'une guerre secrète entre la France et la Russie, comme l'affirment des analystes politiques? Pour en parler, des experts de haute volée. Président Mbandakani, bonsoir. Bonsoir, Madame Céleste Capin. Je suis très heureux d'être à vos côtés. Au plaisir. Oui, votre place est à Yaoundé, à côté du Jupitérien devenu Vulcain. Peut-être ça aurait eu des effets. Bon, tant mieux, vous êtes ici à côté. Nous sommes pour analyser comme on dit chez nous au quartier, les bonnes choses. Je salue mes copanélistes. Je les aime tous particulièrement. Ce sont d'excellents panélistes. Ils m'apportent beaucoup. Et je suis très fier d'être ici ce soir. Je salue les techniciens, qui font des efforts immenses pour nous maintenir dans les standards techniques requis. Je salue tous les affidés, n'est-ce pas, face à l'actualité. Merci de m'avoir invité. Et c'est un plaisir renouvelé de vous recevoir sur les antennes de la télévision panafricaine. J'aime bien cette petite ironie de tout à l'heure. Merci bien. Merci de nous permettre encore d'avoir le sourire et permettre également aux téléspectateurs d'être en phase avec nous dans le cadre justement des deux thématiques à l'ordre du jour ce soir. Monsieur Bertrand Tatinda, bonsoir. Bonsoir Madame Capin. Je suis très content d'avoir été invité par vous. Bonsoir au président Mbandakani qui travaille beaucoup en ce moment. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir à tous ceux qui se donnent la peine de nous suivre. Ils sont très nombreux, très nombreux. Cette émission sera très suivie parce qu'ils veulent avoir un peu, comment je vais dire, l'analyse que nous allons faire. Laissez-moi juste une minute pour d'abord prêcher pour ma chapelle. C'est-à-dire que le nouveau mouvement populaire, c'est ça qui est vraiment important pour nous. Nous avons les journées du panafricanisme, les dimanches 29, 30 et 31, vendredi 29, samedi 30, dimanche 31, à Bonapriso, à la salle des banquets. Donc ça sera sur 3 jours. La première journée, il faudra être là avec un atelier thématique animé par le professeur Mathias Onanguini. Le panafricanisme d'hier, aujourd'hui, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. En sous-thème 2, il y aura le professeur Charles Binam Boukoy. C'est vrai que j'ai écorché un peu son nom. Issa Binam Bikoy, effectivement, un grand intellectuel africain. Il est le directeur exécutif du CER de Tola. C'est un centre de recherche, un centre intellectuel. Il va animer un atelier sur panafricanisme, kénitisme, afrocentisme, tradition, convergence, divergence, possibilité d'une synthèse. Donc il y aura débat. Donc ceux qui nous critiquent, nous insultent sur les réseaux sociaux, il faut venir. C'est-à-dire qu'une seule condition, prendre son petit déjeuner chez soi et venir. La deuxième journée, le samedi, va mettre en honneur des entreprises et la gestion camerounaise. Il y aura le port autonome de Douala, il y aura la Caisse nationale de prévoyance sociale. Donc, nous allons en quelque sorte parler, c'est-à-dire que d'un panafricanisme comme alternative globalisée et gouvernementale à l'impérialisme global. Donc ça sera comme intervenant M. Mebo Meta Dongo. M. Mebo Meta Dongo. Et enfin, le président Banda va animer en fait un atelier le dimanche. Le dimanche, c'est une journée entre guillemets fériée. Ça sera un atelier, l'atelier thématique numéro 3, après le professeur Mbelek.
sous le thème « L'Afrique face au XXIe siècle, problème stratégique du monde nouveau ». Lui seul est bien placé pour dire le contenu, effectivement, de ce thème porteur, majeur, qui va englober en quelque sorte un peu toutes les perspectives et toutes les pistes. Nous sommes conscients que pour véritablement se développer, être souverain, avoir un développement autocentré, il faut se convertir au panafricanisme. Et nous avons même ambition de prendre le pouvoir. Les panafricanistes doivent prendre le pouvoir. On doit prendre le pouvoir parce qu'on a des choses à dire, on a la réflexion qu'il faut. Mais déjà, il faut venir très nombreux. J'invite moto-taxi, jeunes, étudiants, intellectuels, tous ceux qui dans la rue me demandent « Monsieur Tatsinda, comment je fais pour voir le président Bandakani ?» Il sera là, le président Bandakani. Il ne marche pas avec de garde-corps, il n'a pas de garde-corps, facile d'accès. Il sera là, vous pourrez discuter avec lui en privé de façon officielle. Merci Madame Capen de m'avoir accordé ces 2 secondes juste pour prêcher pour ma chapelle et pour ces thèmes qui sont très importants ce week-end à caler dans vos agendas. Vous êtes analyste politique et on rappelle également le président Bandakani qui souhaite encore prendre la parole, peut-être pour 30 secondes tout juste. Oui. Il est analyste politique, président du nouveau mouvement populaire, j'y arrive finalement. Alors, vous avez la parole en 30 secondes. Je ne veux pas pratiquer la théorie de l'addition à la place de la théorie de l'association. Donc, 30 secondes, je vais essayer de respecter. Non, je voudrais ajouter qu'en plus, il faut ajouter qu'il y aura une forte participation des Caraïbes. Des Caraïbes, on aura une forte représentation de Guinée-Papouasie, des Antilles françaises. Vraiment, toute la Caraïbe s'est mobilisée pour participer, n'est-ce pas, à cet important événement. Vous avez des gens qui vont venir aussi de l'Afrique de l'Ouest. On attend une délégation de l'Afrique de l'Ouest qui viendra de l'Afrique de l'Ouest. Nous espérons que d'ici là, les choses, ils n'auront pas de problème pour arriver. Ils seront conduits par Abou Hamza. Abou Hamza, Suleiman Hamza, oui, qui intervient souvent ici. Oh, voilà. Donc, pour dire quoi? Pour dire que il était temps de faire le point. Ça fait 11 ans, pratiquement 11 ans que nous sommes en première ligne. Il est temps de marquer un arrêt, d'évaluer. Et pour mieux évaluer, il faut déjà savoir de quoi est-ce qu'on parle. D'où ce que Bertrand vient de dire, c'est quoi le panafricanisme? On ne parle pas de ça tous les jours. Ne faisons pas comme, excusez-moi de prendre cette référence-là, Monsieur Molière qui faisait la prose, sans savoir qu'il faisait de la prose. Je dis bien comme excuse de prendre cette référence, mais c'est pour faire un peu de pédagogie. Donc, on va faire le point là-dessus. Il a parlé des différents courants qui semblent, disons, ce que relaie, non, c'est plutôt dynamique, les courants dynamiques qui se battent, n'est-ce pas, pour réhabiliter, n'est-ce pas, la pensée nord-africaine, pour permettre à l'Afrique de retrouver sa place, l'afrocentrisme, le kémétisme, même le traditionnalisme, tout ça. L'ennemi a souvent tendance à vouloir nous opposer. Or, on n'a pas pris le temps de chercher à savoir, mais est-ce que ce qui nous oppose est plus grand que ce qui nous unit? Alors, pas de mieux qu'un chercheur de haut niveau, comme le professeur Charles Binam Bikoy, pour dégager des pistes de convergence, mais surtout une synthèse. Parce qu'on a besoin d'être fort au front, d'être unis au front. Nous ne serons pas, ce ne serait pas, comment dire ça, nous ne serons pas à la hauteur si certaines divergences nous empêchent de privilégier l'unité au front. Parce que l'ennemi, c'est l'Occident. C'est l'Occident qui est l'ennemi. Vous aurez le professeur Bellec, qui est un savant, c'est un astrophysicien savant, qui samedi, je vais juste ajouter, oui, je vous en prie. Allez-y, non, pas besoin. Voilà, non. Voilà, je vous en prie. Qui va traiter d'un thème important. La planète est envisagée comme village négro-africain. La planète est envisagée comme village négro-africain. Si nous revendiquons le berceau de l'humanité, nous le sommes. L'humanité est née en Afrique, c'est l'homme noir qui est... C'est l'Afrique qui est la mère de l'humanité, l'homme noir est le père de l'humanité. Alors il est temps de partir d'une analyse globale de l'antériorité de l'homme noir et à partir de là construire une unité de combat dans toute la planète. Il y a là un levier géopolitique extraordinaire, n'est-ce pas, qui peut nous permettre de régler beaucoup de choses. Le professeur Bellec va animer cet atelier-là en essayant de dégager, n'est-ce pas, de créer les perspectives de l'unité, des luttes de tous les peuples négro-africains dans le monde. Dans le monde. Et comme il a dit, je vais animer le thème sur
l'Afrique face au XXIe siècle, les problèmes stratégiques du monde nouveau. En fait, c'est la géopolitique mondiale dont il s'agit. Il s'agit d'analyser les rapports de force au niveau de la géopolitique mondiale dans la perspective des défis du XXIe siècle qui, n'est-ce pas, qui permettent de mettre l'Afrique au cœur de la géopolitique mondiale. Et enfin, démontrer que le panafricanisme, ce n'est pas seulement la géopolitique abstraite, comme les gens ont tendance à le croire, c'est des choses de concrètes. Comment on peut valoriser les performances des entreprises parapubliques, les mettre en valeur. Il y en a qui font énormément de la performance. Il faut mettre ça en valeur. Et ça, c'est une démarche authentiquement panafricaniste. Alors, comme tout un début, nous allons commencer, n'est-ce pas, par le port autonome de Douala, la CNPS, n'est-ce pas? On a prévu un espace pour que ces structures-là viennent valoriser leur performance, démontrer que, n'est-ce pas, à partir d'un paradigme panafricaniste, on peut construire le renouveau économique, n'est-ce pas, du continent africain. Donc, il y aura aussi beaucoup de culture. Bien sûr. Il y aura de l'animation culturelle. Et nous sommes conseillés, nous sommes encadrés à ce niveau-là par une grande icône de la musique camerounaise, africaine et même mondiale, le grand maître Toto Guillaume, qui nous accompagne et qui encadre, n'est-ce pas, l'animation culturelle autour de cet événement. Donc, vous ne m'avez jamais rien refusé. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie également. Alors, et merci à mes companélistes qui nous ont permis de profiter. Monsieur André Christelle Fanga, bonsoir. Alors, Céleste, bonsoir. Merci de m'avoir invité. Bonsoir Bertrand. Ravi d'être sur le même plateau que toi. Brillant Camerounais, brillant intellectuel. Vous savez, il faut donner à César ce qui appartient à César. Vous avez révolutionné le débat. Pas comme les autres. Bonsoir Président. Ça me fait plaisir d'être à vos côtés encore pour débattre. Les rares fois où nous ne nous sommes pas vus, c'était comme si on se séparait, on se coupait les veines. Mais c'est un plaisir d'être sur le même plateau que vous et hors des plateaux où nous discutons de beaucoup de choses. Et je pense que ces événements que vous préparez sont des événements extrêmement importants pour la marche de notre continent et la marche du monde entier. Parce que ce que vous avez apporté au niveau du débat, aujourd'hui dans le monde, même les grands théoriciens du débat tremblent. Même les grands, soi-disant politiciens, savent qu'il y a des valeurs quelque part. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus lui-même avait dit à Nathanaël, voici un homme bon à qui il n'y a point de fraude. Pourquoi? Parce que Nathanaël avait posé une question. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Finalement, quelque chose de bon sort du Cameroun, sort de quelque part dans les bourgades. Et nous voilà aujourd'hui à Mondiovision. Bonsoir à l'autre panéliste que vous allez présenter, Madame Céleste Capen. Merci de m'avoir invité. Le débat, je crois que nous allons le faire. Permettez-nous d'avoir assez de temps pour dire les choses par rapport à notre nation. Ne soyez pas pressés de rentrer. Ça va barder. Bonsoir à vous. À ça, bien sûr, si la réalisation nous permet d'aller au-delà de 22h30, pourquoi pas. On ira au-delà avec le concours, bien sûr, de Monsieur Nathan. Vous êtes Monsieur André Christelle Fanga, on le rappelle également aux téléspectateurs, vous êtes analyste politique, sans oublier directeur de publication de la Dépêche de Midi. Un autre invité, et pas des moindres dans le cadre de ce programme, peut-être une première dans le cadre de ce programme face à l'actualité, Monsieur André Blaise Essama, bonsoir. Bonsoir, la guerrière Capen. Très content d'avoir une si belle guerrière lors d'une prise de parole comme celle-ci. Parce que c'est la langue inventée par nos ancêtres. Il est urgent pour l'Afrique de reprendre comme Ruben Oumniobé, qui est bien sûr sur le vêtement que je porte. Je rends hommage à ces papas qui ont perdu la vie, assassinés par la France le 13 septembre 1958 pour Ruben Oumniobé. Je rends hommage à Félix Roland Moumié, qui lui également a été empoisonné, j'espère comme Emmanuel Macron, a mangé au palais de l'Unité. Il se souvient de que le chef des services secrets, William Betchel, a assassiné notre père de l'indépendance. Et il est urgent peut-être de rappeler que Oumniobé, sa tombe jusqu'à présent se trouve à Ezeka dans du béton,
Et quand il a été commandité, quand sa mort a été commanditée par Pierre Mesmer, vous voyez, je suis presque en larmes. Ma guerrière Capen, vraiment, je suis très ému. J'aurais bien voulu être aujourd'hui devant Emmanuel Macron avec cette photo afin qu'il parle. Il demande les excuses et qu'il repart. Parce que l'heure aujourd'hui n'est plus à défier le sang versé par nos ancêtres. Notre guerrière Capen, si je détruis les monuments des négrophobes, il s'agit de M. Philippe Autocloc à Bonanjo, c'est effectivement parce qu'ils ne sont pas légitimes. À chaque peuple ses héros, à chaque nation sa fierté. Le NDOP que je porte ici en ce moment, et je félicite la première dame Chantal Biya qui valorise déjà ce tissu, on l'a remarqué au Palais de l'Unité. Il est urgent de rappeler que Sa Majesté le roi Sékou Jean Ramo va fêter en 2013, au mois de février, 70 ans de règne. Mais il a subi des atrocités de l'armée française qui ont violé ses épouses devant lui. Le roi Sékou Jean Ramo attend que la France d'Emmanuel Macron ait un peu de tact, qu'il passe même ne serait-ce que sur les tombes de nos héros qu'ils ont assassinés, juste parce qu'ils avaient soulevé des pancartes pour demander la liberté. Et je vais peut-être donner l'occasion à tous ceux qui, bien sûr, peuvent se rendre compte de ce que Félix Mounier disait, pour l'hypocrisie des Français. Je ne suis qu'un prolétaire. Ce sont les Français qui m'ont remarqué et qui m'ont appris à lire et à écrire et à compter. Ce sont eux qui m'ont enseigné ce que je suis. Sans eux, je n'aurais été qu'un palefrenier du sultan de roi de Fumban. Mais pourquoi ces mêmes Français refusent-ils l'indépendance quand je la leur réclame au nom de leurs propres principes? C'est-à-dire qu'il y a une malice qui se retrouve à l'intérieur de la France, et je l'ai remarqué encore lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé ici au Cameroun. La réciprocité ne sera jamais. Il a carrément ouvert sa veste pendant qu'il y avait la revue de troupes. C'est un mépris. Il a tapoté l'épaule de John Gouté. Moi je dis c'est des mépris que nous ne devons plus accepter. Nous ne sommes pas des sous-hommes, nous sommes des êtres de dignité. Et la dignité ne se négocie pas. Et quand Ruben Oumyobé disait, nous sommes contre les colonialistes et leurs hommes de main, qu'ils soient noirs, blancs ou jaunes. Et nous sommes les alliés de tous les partisans du droit des peuples et nations à disposer d'eux-mêmes sans considération de couleur. Les archives de l'UPC de 1955, qui depuis longtemps, Emmanuel Macron devait ouvrir ces archives. Après 50 ans, ils sont toujours en train de les maintenir bloqués. Et l'occasion pour nous, qui sont peut-être ici sur le plateau, au moment où Emmanuel Macron est encore au Cameroun, de lui rappeler que ce n'est pas la malice qu'il a fait à la conférence de presse en disant que moi-même j'y tiens. Non, il ne tient pas sa parole. Puisque quand vous regardez la plupart des nations du monde qui sont actuellement oppressées, les îles, Emmanuel Macron n'a pas libéré toutes ces îles alors que l'ONU a exigé. Mais leur propre principe où ils ont tué Kadhafi, leur propre principe où ils ont assassiné plusieurs de nos nationalistes, et même encore la dernière actualité, c'est M. Idriss Déby. Leur propre principe, ça c'est Moumié qui le dit. Donc je rends hommage à tous ces héros nationaux et que la sagesse de nos pères guide continuellement cette émission. Je vous remercie de m'avoir invité. Au plaisir, Monsieur André Blaise Essama, vous êtes activiste. Alors, on va permettre à chers invités, chers téléspectateurs, un petit retour sur cette conférence de presse conjointe entre le président français Emmanuel Macron et le président de la République du Cameroun. On se retrouve juste après. On va tout faire à deux. Eh bien, madame, le Cameroun entretient des relations diplomatiques avec la France, bien sûr, mais aussi avec beaucoup d'autres pays. L'Allemagne, l'Espagne, la Chine, le Brésil. Et s'agissant de la relation avec la Russie, elle est ancienne et nous avons signé avec ce pays un accord de coopération qui était venu à expiration. On l'a renouvelé et
nous l'avons signé. Le voyage de mon ministre en Russie n'avait pas de rapport avec la situation de la guerre en Ukraine. Nous avons l'habitude de signer des accords de ce genre. Et en Afrique, il y a beaucoup de pays qui ont des accords avec la Russie. Donc c'était un acte dans la routine des relations diplomatiques entre nos deux pays. On a pensé que peut-être on allait apporter un concours à la Russie, je crois, qu'elle n'a pas besoin de l'apport du Cameroun. Il s'agissait simplement de renouveler l'accord préexistant. Et donc, tout cela est normal. Les gens sont évidemment préoccupés par la guerre d'Ukraine. Nous n'avons pas abordé ce problème et il n'était pas question pour nous de l'aborder. Donc c'était un acte de pure gestion d'une relation bilatérale. Votre deuxième question, si vous voulez bien me la rappeler. Évidemment, le Cameroun commence à subir les effets de cette guerre. Il y a cette inflation galopante qui arrive, il y a les difficultés de transport, il y a l'anxiété des gens. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Le Cameroun fera ce qui est en son pouvoir pour hâter la fin de ce conflit et qu'on en vienne à la négociation et au retour de la paix. Je crois que j'ai répondu à votre attente. Merci. Sur les deux questions que vous m'avez posées, la première, je distinguerai deux présences russes en Afrique. Il y a une diplomatie russe depuis des décennies, qui d'ailleurs est reflétée par ce que le président vient de dire. Celle d'une grande puissance politique et militaire qui a développé des relations avec tous les pays dans le cadre du concert normal des nations. Et qui a historiquement eu des relations économiques, souvent militaires, avec plusieurs pays d'Afrique. Là, il n'appartient à personne de dire que ceci est bien ou mal. C'est une relation diplomatique comme chacun. Mais je crois que nous serions naïfs de ne pas nommer ce qui s'est développé ces dernières années, qui est ce que j'appellerais une présence hybride de la Russie sur le continent africain, qui passe d'abord par du développement de la propagande, qui passe par des médias télévisés. J'ai du mal à parler de journalisme, parce que je vous respecte trop. Ce ne sont pas des confrères à vous, mais des femmes et des hommes qui expliquent ce qu'est la voix de la Russie et qui diffusent des fausses informations. Et donc, la Russie, en Afrique, a beaucoup diffusé des fausses informations. Elle est en train d'ouvrir les officines que sont Ruchet Today et Sputnik, que nous venons d'interdire en Europe, et dont nous savons combien elle diffuse des fausses informations sur le sol africain. Et elle a complété son offre diplomatique par l'intervention de milices Wagner. Et en particulier, ce que nous avons vu ces dernières années fleurir en République centrafricaine et au Mali, pour ne citer que deux cas, est très préoccupant. Parce que ce ne sont pas des coopérations classiques. À ce moment-là, c'est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis, qui décident de ne pas gérer leurs problèmes de manière politique, mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n'ont aucune légitimité politique, pour leur dire « nous vous apportons sécurité et protection à vous, pas à votre peuple, à vous », en échange d'une influence russe et d'une captation des matières premières, avec souvent des exactions qui sont d'ailleurs documentées par
la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et toutes les missions qui s'y déploient. C'est ça ce qui se passe. Et donc, cette présence russe, hybride, qui passe par la désinformation, par les milices, par, du coup, de nouvelles formes que j'ai du mal à qualifier de coopération, mais donc de complicité avec des pouvoirs politiques affaiblis, voire totalement illégitimes quand ce sont des juntes militaires, est une préoccupation. Et je pense que c'est d'abord une préoccupation pour le continent africain. Et donc la France, en tant qu'amie de l'Afrique, fera tout pour que, d'abord, il y ait une liberté offerte à tous les pays d'avoir tous les liens diplomatiques et de défendre l'intérêt de leur peuple. C'est la base de ce que nous faisons les uns et les autres pour nous-mêmes. Mais à ce que ce schéma ne se diffuse pas trop, parce que je ne pense pas qu'il soit bon. Je pense surtout qu'il n'est pas bon pour les peuples. Et c'est ce qui semble se vérifier, et en République centrafricaine et au Mali. Et partout où ce schéma prospère ou aura à prospérer. Pour ce qui est de notre présence économique, vous avez raison. Dans le même temps, l'Agence française de développement n'a cessé son engagement. C'est l'un des pays, le Cameroun, où nous sommes le plus exposés et nous avons le plus d'ambition. Simplement, et c'est très légitime, ce pays s'est formidablement développé, a gagné en population et s'est ouvert. Et donc, d'autres pays, d'autres entreprises sont venus sur ce théâtre pour proposer. Et donc, c'est que nous avons été moins bons que d'autres si nous n'avons pas obtenu les marchés. Donc ça, c'est la première chose. Il y a une concurrence accrue. Et c'est très bien. Il n'y a pas de chasse gardée. Deuxième chose, nous avons dans certains secteurs défendu des positions, mais je souhaite qu'on puisse avancer ensemble sur deux éléments qui me semblent clés, à la fois pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant, comme on dit, c'est-à-dire que ce soit bon pour le Cameroun, sa population, et pour la France et ses entreprises. La première chose, c'est qu'on œuvre ensemble aux bonnes réformes de gouvernance pour que tous ces contrats soient faits dans la transparence et qu'on ait une lutte efficace contre la corruption partout. Parce que je pense que c'est bon la concurrence, c'est moins bon quand ça n'est pas la qualité de l'offre qui gagne, mais qu'il y a des choses qui se passent à côté. On a tous connu ça. La deuxième chose, c'est qu'on puisse diversifier notre offre. Et donc que nous puissions être plus présents, encore qu'on l'est sur l'agriculture, on a une présence historique, mais je souhaite qu'on fasse plus parce que c'est un des enjeux clés, qu'on soit plus présent sur les industries culturelles et créatives, le sport, le numérique, l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il y a un énorme défi au Cameroun, mais comme partout en Afrique, qui est de réussir à sortir une grande partie de l'économie, et en particulier de l'économie qui est dans la main, si je puis dire, des femmes, et la faire sortir de l'informel pour lui permettre de rentrer dans l'économie formelle. Pour ça, il faut avoir des partenariats avec des PME, savoir structurer des financements et des petits tickets et réussir à faire ce développement. Voilà quelques-uns des sujets sur lesquels je veux qu'on puisse réinvestir la relation pour lui donner un nouveau tour, pas simplement quantitatif, mais aussi qualitatif et de confiance. Et bien sûr, le président français Emmanuel Macron et le président de la République du Cameroun se sont prêtés au jeu de questions-réponses de la part des journalistes présents justement à cette conférence de presse. Alors, président Banakani, le Cameroun est un partenaire stratégique de l'Afrique centrale. Une déclaration du président Emmanuel Macron qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous l'avez constaté en termes de presse écrite, vous avez vu plusieurs tabloïds qui ont commencé déjà à prêter des titres pour la une de leur tabloïd, des débats télévisés qui ne parlent que des différentes déclarations faites par le président Emmanuel Macron, sans oublier même des éditions d'information sur des chaînes de télévision locales mais également internationales. Alors pour le président français Emmanuel Macron, il s'agit là sa présence au Cameroun et précisément sa tournée au Cameroun, Guinée-Bissau et également au Bénin. Il s'agit de réaffirmer son engagement pour l'Afrique. Pour d'autres, précisément des géopoliticiens, c'est une visite vide de sens. Le président français Emmanuel Macron veut tout simplement recoller les morceaux après une défaite. Quelle est votre grille de lecture? D'abord, premièrement, je vous ai déjà dit, à chaque fois que vous me faites l'honneur d'être à vos côtés, Céleste, je ne reprends jamais les propos de ce type. Je ne reprends jamais les propos de ce qu'on appelle la diplomatie française. Nous disons ce que nous savons et nous savons ce que nous disons. Pour dire quoi? On n'analyse pas l'historicité
des relations franco-camerounaises, puisque c'est d'elles qu'il s'agit, et par là des relations franco-africaines, à travers le prisme des récits conventionnels, des récits officiels, de la mobilisation de ce que vous appelez la sphère médiatique, dont on connaît la teneur au regard en Afrique. On connaît très bien que la plupart des médias sont des relais des médias hexagonaux, on le sait. Sont des relais, je suis très poli en le disant, donc c'est pas ça qui nous sert de base pour analyser ces événements. Ce qui nous sert de base, c'est la connaissance réelle de l'histoire de cette relation, c'est la connaissance réelle et exacte des résultats de cette relation et de son évolution historique. C'est ça la base. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vous donne simplement quelques chiffres. Je ne vais pas rentrer dans une chiffromanie qui peut s'apparenter à de la fanfaronnade, mais je vous donne quelques chiffres très simplement. En 1970, la France, sa part dans les relations économiques avec le Cameroun, c'est plus de 40%. Plus de 40%. En 2021, on a 10%. C'est-à-dire que, vous voyez tout à fait, 40%. De 40% à 10% en 2021, ça se passe de commentaires. C'est-à-dire que, historiquement, de par les conditions dans lesquelles le Cameroun a acquis son indépendance, la France est d'office le premier partenaire stratégique du pays. Ce qui devrait se décliner, et se décliner pendant un bon bout de temps, en une prépondérance économique, sociale, culturelle, politique absolue sur le pays. Alors regardez de même les années 60 jusqu'à aujourd'hui, Madame Capen, regardez ce qui s'est passé. Comment peux-tu expliquer que 10% en 2025, en 2021, 10%, départ 10%, Madame Capen, mais en plus, un déclin en termes de rayonnement, en termes de prestance, de prestige diplomatique et politique dans le pays. C'est-à-dire que c'est pas un désamour, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que vous voudrez parler de défaite, oui, c'est une défaite. Ce qui est bizarre, c'est que c'est une défaite sans guerre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de guerre au sens traditionnel du mot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, c'est pas que les Africains pourchassent les Français dans la rue, les insultent dans les rues, non, non. La défaite est d'autant plus retentissante que les Africains procèdent par raconter simplement ce qu'ils ont vécu depuis qu'ils ont rencontré la France. Ils racontent seulement et prennent le monde en témoin. C'est-à-dire dans une élégance et une maturité historique qui est considérée ailleurs comme de la lâcheté. Parce qu'ailleurs, c'est en d'autres termes que le conflit se poserait. Dans d'autres contextes, on serait en train de les chasser complètement partout. Il n'y aurait plus aucun Français dans un seul pays africain, Madame Capen. Mais la maturité des Africains et leur humanisme, leur humanité fait qu'aujourd'hui, ce scandale historique se pose dans les termes d'un récit, d'un discours au monde, pour interpeller le monde entier, en général, et le peuple français, sur la réalité de la relation qui lie la France et l'Afrique en général, et le Cameroun en particulier. À partir de là, je fais une première mise au clair. Nous rejetons fermement l'idée qu'il y a une guerre secrète entre la France et la Russie en Afrique. Et par là, procéder à un effacement du mouvement panafricaniste et de la capacité des Africains à écrire leur histoire eux-mêmes et par eux-mêmes. C'est de cela qu'il s'agit. Observez très bien ce qui s'est passé. Pendant au moins 5, 6 ans, 7 ans, le mouvement panafricaniste a changé les relations internationales. Pendant ce moment, ce type ne disait rien. Il était impuissant, abattu. C'est ce qui constate que le pays arrive
il s'est lancé dans sa fausse réforme de France, de la zone franc, tout ce que, et il a commencé à proposer en ramassant ce qu'on appelle la racaille de l'intelligentsia pour faire de bricolage sur notre mémoire, restitution des objets, des trésors volés, tout ça et consorts. Il a fait un bricolage pour essayer de nous répondre. Écoutez bien, en ce moment-là, il n'a jamais été question du fait que les panafricanistes étaient stipendiés par la Russie. Dites-moi pourquoi pendant peu de 5-6 ans, alors qu'on était au plus fort de la lutte panafricaniste, pourquoi il n'est jamais venu à l'idée de l'autorité française de dire que c'est la Russie qui l'a stipendié? Pourquoi ça a commencé il y a simplement 2 ans? Pourquoi il y a seulement 2 ans ou 3 ans que le même personnage change de discours, change de rapport, il passe de sentiments anti-français, ça c'est le sommet de Pau, il lance ce concept de sentiments anti-français au sommet de Pau, lorsqu'il y a les premières manifestations au Mali, il dit, je vais convoquer, je convoque le chef d'État il y a quelques semaines, je vais les convoquer quelques semaines, il faut qu'ils viennent s'expliquer ici sur le sentiment anti-français qu'ils développent dans leur pays. Les archives existent, on peut les montrer là. Les archives existent. À partir de ce moment, regardez bien l'évolution, parce que nous, on dit des choses, on démontre, on instruit. Parce que nous sommes vivants. Nous, on porte la vie, on ne porte pas la mort. Donc, nous expliquons les choses. On est passé d'abord du silence. On a dit, ignorons-les. Plus ça montait, on est sorti de son silence pour dire, sentiment anti-français, menacer les chefs d'État. Venez vous expliquer ici. Ça va marcher. Il a fallu qu'il y ait la révolution malienne pour que maintenant, on change de stratégie à l'Élysée pour démarrer une diabolisation du panafricanisme et tout faire pour l'assujettir à la Russie. Et démontrer que non, les Africains ne sont pas capables de porter un grand mouvement historique. Ça, c'est pour l'opinion française européenne. Non, ils sont sous la tutelle de la Russie qui les prête l'intelligence et le savoir-faire russe pour tenir un discours de ce niveau. Alors qu'après, il a jusqu'à dire que nous sommes stipendiés par la Russie, il n'a apporté aucune preuve. Alors que bon, s'il y avait les preuves, quoi de mieux que de nous discréditer auprès de l'opinion africaine en sortant les preuves de notre commerce avec la Russie? Rien. Donc nous rejetons ça. Il faut rejeter ça. Pas pour lui répondre, il n'en est pas digne. Il est méprisable, il est vil, ce type. Non, mais pour expliquer, pour dire au monde que non. Le mouvement panafricaniste n'est sous la tutelle d'aucune puissance. D'aucune puissance. Quand les Français traitent avec la Russie, c'est plan diplomatique. Quand la coopération avec la Russie crée en France près de 200 000 emplois, je dis bien 200 000 emplois, et ça c'était vrai jusqu'à la crise ukrainienne. Mais écoutez, quand c'est comme ça, les Africains ne sont pas au courant. On ne parle pas de ça. On ne dit pas que non, la Russie, les entrepreneurs français sont stipendiés par la Russie a quasiment mis la France de tutelle. Vous comprenez? Mais quand l'Europe traite avec la Russie, vous avez appris là dernièrement à la faveur de la crise ukrainienne comment l'Europe est dépendante de la Russie sur le plan de matières premières, non? Une dépendance grave qui fait que aujourd'hui, n'est-ce pas, l'hiver approche, vraiment, nous prions Dieu pour que Dieu ait pitié d'eux et que cette situation s'arrange. Parce que si ça continue comme ça, ben les gens vont mourir là-bas 2 fois. C'est pas notre souhait. Vous comprenez ça? Mais pourquoi? Parce qu'il y a une dépendance directe grave. Mais ça, c'est normal, hein? C'est très normal. Mais quand les Africains décident de diversifier les partenariats et de nouer des alliances avec les partenaires de leur choix, vous voyez, quand les panafricanistes décident, n'est-ce pas, dans le cadre d'une vision globale de la géopolitique mondiale, de solidariser géopolitiquement avec la Russie, on dit que non, nous on est incapables de réfléchir, nous sommes stipendiés par la Russie. C'est peut-être de bonne guerre, mais il est intéressant de rappeler pour dire que, ce discours est basé sur le mensonge, est basé sur le faux. Il est basé sur le faux. De plus, il est porté par le soi-disant français qui calomnie, qui calomnie les panafricanistes sans avoir la moindre preuve. C'est-à-dire que nous, on aurait pu le traîner en justice pour qu'il réponde de ses actes. Mais il n'est pas digne de ça. C'est lui donner trop d'importance. Quand j'ai dit ça, je passe à un autre niveau. Tout le blablabla qu'il a débité là, il est qui? Je répète. Tout ce blablabla qu'il veut débiter à cause de la diplomatie
et de l'exigence des contraintes de nos États qui font que la diplomatie permet ça. Quand on a fini de faire la diplomatie, maintenant, lui là, il est qui? Parce que quand un discours surgit, les exégètes, au-delà de pratiquer une exégèse du discours, font aussi l'exégèse de l'origine du discours. C'est-à-dire que, qui est celui qui émet le discours? C'est aussi important que le discours, Madame Capen. Si un fou parle, on ne s'intéresse pas à lui. On dit c'est un fou qui parle. Si un bandit parle, on dit c'est un bandit qui parle. Si un escroc parle, on dit que c'est un escroc qui parle. Etc., etc. Donc, l'origine d'un discours est aussi déterminante que la qualité du discours. En la matière, mais qui parle aux Africains? Qui parle aux Africains? Ce truc-là, est-il digne de parler aux Africains? C'est-à-dire que nous été le divorce objectif, non pas le divorce. La contradiction objective, je dis bien objectif, je parle français, qui fait que nos États, comment on dit ça? Nos États, à cause des contraintes diplomatiques et de certaines réalités de la géopolitique mondiale, nos États sont souvent obligés de prendre des positions qui ne sont pas en phase avec la spontanéité et le caractère direct des positions des peuples. Si ce n'était pas ça, Madame Capen, dans quel pays ce voyou-là mettrait les pieds? Dans quel pays ce voyou mettrait les pieds? Quel pays africain mettrait les pieds? Et ça a commencé, vous voyez, ça a commencé au Mali. Ça va continuer. D'ici 10 ans, je vous le dis, très peu de dirigeants français auront encore la chance d'être accueillis en Afrique. On ne va même pas les accueillir. Sauf s'il y a une révolution là-bas et qu'il y ait des dirigeants qui soient à la hauteur des enjeux de ce moment-là. Mais des trucs comme ça là, on ne leur fera plus l'honneur de les accueillir chez nous. Ils ne pourront même pas venir. Vous comprenez? Donc, qui parle? Monsieur Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, c'est un homme politique français de premier niveau. Définissant ce truc-là qui est venu chez nous au Cameroun, il dit, c'est dans le Figaro, sans publicité, il dit, c'est un désert d'âme. Non, c'est pas Banakane qui parle. Hein. C'est un désert d'âme. Il dit que ce type-là, c'est un désert d'âme. Quand on dit d'un être humain qu'il est un désert d'âme, ça veut dire que on est en face à une forme humaine, c'est-à-dire une forme humaine vide, il n'a pas d'âme. Donc c'est un objet animé, on ne sait pas quoi. Il peut être animé par des dieux comme Jupiter, par Vulcain. Il peut être animé par des choses étranges à l'intérieur. Il a la forme humaine et il est un homme étrange, c'est-à-dire mal élevé, impoli, arrogant. Quand il passe, il énerve tout le monde. Il dégage la mort. Personne ne veut être à côté de lui. Parce que quand on est près de lui, soit on veut... C'est-à-dire qu'on est près de lui, on peut perdre son humanité. Il y a une puissance de contagion négative qui dégage de lui. Voilà l'homme qui parle aux Africains. C'est ça, M. Macron. C'est-à-dire, il ose... Voilà l'homme qui vient parler aux Africains. Comment vous venez dans un pays étranger, vous êtes en visite d'État officiel. Vous venez attaquer d'autres pays. En pleine conférence de presse. Vous venez attaquer d'autres pays. Vous les citez et attaquez. Mais vous le faites quoi? Vous êtes en accord avec l'autre du pays? C'est ça. Comment on explique ça? C'est la diplomatie, ça? C'est quoi? Si ce n'est pas la sauvagerie, si ce n'est pas le caractère, le désert d'âme, si ce n'est pas... C'est-à-dire que ce truc-là, on ne sait pas comment le qualifier, mais comment on peut se comporter comme ça? Dites-moi ça. Vous venez dans un pays, au Cameroun, vous voulez faire croire au monde entier que c'est en accord avec le président camerounais que vous venez attaquer la Russie, attaquer la Centrafrique, attaquer le Mali en direct dans une conférence de presse bilatérale. Mais le patriarche camerounais n'a pas répondu. Il n'a pas joué son jeu. Et quand on le voyait tendu, regardez comment il est. Il est tendu, énervé, il est angoissé. On sait très bien depuis, nous savons, on est informé, que ça s'est très mal passé. Mal passé. Il est venu, celui qui a il a dit. Bon, ce que doutait encore, il a dit lui-même, dans son propos introductif, que j'ai choisi de commencer ma tournée africaine par le Cameroun. C'est lui qui dit. Donc, il s'est auto-invité, il a supplié pour venir. Il a demandé au patriarche, reçois-moi. Je ne reviens pas sur les antécédents. La manière dont il traitait le Cameroun et son président. Je ne vais pas revenir là-dessus. On a suffisamment éplugué là-dessus ici. Mais il a demandé à venir. Mais vous demandez à venir, Madame Capen, malgré votre merde que vous avez déversée pendant des années,
malgré votre petitesse absolue, votre insignifiance, à tout point de vue. C'est-à-dire que vous ne valez absolument rien. Vous suppliez que je vienne, on vous reçoit. Vous arrivez en pleine conférence bilatérale avec un chef d'État. Vous commencez à attaquer d'autres pays étrangers. Moi, je vais vous dire, si on est notre président qui n'a pas la hauteur due à l'âge de l'expérience du président, il aurait dit, monsieur le président, je vous en prie, cette conférence de presse n'est pas un lieu pour attaquer des pays voisins, des pays étrangers à partir de mon territoire. Ne devrait pas essayer de créer un incident diplomatique. Donc, à partir de là, l'Ancapène, je laisse de côté l'attaque qu'il a fait à Nominem à l'égard d'Afrique Média, parce que quand il parle de chaînes africaines, il parle de qui? Il parle d'Afrique Média, il parle de chaînes, il parle d'Afrique Média. Bon, nous, il y a longtemps qu'on l'a considéré qu'il n'est pas à notre niveau. On comprend ça. Il n'est pas à notre niveau, il n'a jamais été interlocuteur pour nous. Moi, quand je parle de ce truc-là, je le traite comme il mérite. C'est-à-dire un vaurien, un tintin. C'est-à-dire une nullité absolue quand je parle de lui. Mais pour moi, quand je parle de lui, c'est-à-dire il n'existe pas le truc là. Il n'existe pas, M. Macron. Il n'existe pas. Bon, on est en politique, la diplomatie, d'accord. Mais ok, laissez Afrique Média de côté. Laissez Malaka de côté les autres. Je répète, je parle devant le monde entier. Qu'est-ce qui peut expliquer que vous venez en visite dans un pays étranger qu'on appelle le Cameroun? C'est une visite bilatérale. Même dans votre programme officiel, vous dites très bien que non, vous venez parler de la lutte contre la faim, le machin alimentaire, lutte contre le tourisme, tout le blablabla habituel. Et vous arrivez en pleine conférence, vous montez vos employés diplomatiques qu'on appelle RFI et France, vous les montez, et à partir de là, vous lancez des attaques graves à l'égard des pays amis du Cameroun. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais ça aussi c'est bien, ça fait du bien parce que, si je chute, ça fait du bien parce que, vous savez, on a souvent dit que dans l'Afrique Média, on est violent, on insulte. Alors maintenant, de plus en plus, ceux qui tenaient un palais de discours à notre égard en Afrique sont en train eux-mêmes de tirer les conséquences et dire que, mais attention, mais ces gars-là, ils ne sont pas violents, ils n'ont jamais insulté, ils ont ouvert simplement nos yeux sur la nature de ce que nous avons appelé partenaires pendant très très longtemps. Ils ont seulement ouvert nos yeux. Quand vous venez en Afrique dire en pleine conférence, vous dites ceci, y compris, je dénonce y compris une certaine hypocrisie africaine. Il a dit, hein, il a dit, concernant l'affaire de l'Ukraine, il dit que vraiment, il n'est pas d'accord avec une certaine hypocrisie africaine. On l'a senti pratiquement devenir rouge parce que pour eux, tant que les pays africains ne s'alignent pas comme d'habitude, ne se couchent pas comme d'habitude sur les positions diplomatiques de la France, de l'Union européenne et des États-Unis, c'est-à-dire c'est une création de guerre à leur égard et de guerre à leur égard, il faudrait nous corriger. C'est une défaite. Il en a pris pour son grade encore aujourd'hui. Ce n'est que le début. Nous allons le traiter, ça te compte. Ce n'est que le début. Merci pour ce premier jet d'intervention, M. Bertrand Katinda. Le président Macron a souligné que son pays est concurrencé par d'autres. Il a donc déclaré que la France doit être meilleure, plus efficace et œuvrer à une plus grande transparence dans les marchés. Une déclaration qui intervient après une de ses sorties où il parlait de repenser une coopération avec l'Afrique. Alors, engagement vain ou alors il y a des raisons d'y croire? Déjà, j'ai aimé la démonstration du président Bandakani pour expliquer que nous avons du mal même à faire une analyse de ce qu'il veut et ce qu'il représente pour la France. Mais c'est bien fait pour la France. C'est-à-dire que ce pays a décidé de devenir une sorte de sous-place financière de la City. Elle produit plus d'hommes politiques. Elle produit des financiers, un type de mercenaires, des gens qui adorent de l'argent. Il y a un problème en France. Hein? Il a gagné près de 3 millions d'euros quand il travaillait chez M. Rothschild. Dans sa déclaration de patrimoine, vous savez combien il a déclaré? 500 000. Non, président, 240 000 euros. Jusqu'à présent, on lui demande, monsieur, où est-ce qu'est passé 3 millions d'euros et 240 000 euros? Monsieur Macron. Donc, ce n'est pas un homme politique. Donc, la France a cessé de produire des hommes politiques. Parce qu'elle s'est appuyée sur ses acquis. Elle a considéré que nos pays, c'était de la chasse gardée. D'ailleurs, votre titre est révélateur. C'était des précarés. C'était des colonies. Et dans une colonie, on ne réfléchit pas.
Et elle avait fait un effort, elle s'était battue dans des relations criminelles france-africaines, à installer des Mobutu, à dynamiser les Mobutismes, à dynamiser des ayatollahs, à liquider ceux qui avaient une conscience nationaliste et des patriotes, l'élite nationaliste et patriotique. Donc quand elle va transmettre le pouvoir à une élite qu'elle va coopter, elle va avoir pour objet, pour vision, pour ambition de liquider l'élite patriotique, qui aurait pu aider les hommes politiques français dans ce que Macron veut aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une véritable relation de coopération. Monsieur Sama, relisez-nous la déclaration de Oumniobé. S'il vous plaît, vraiment, relisez-la nous. Oumniobé déclare en 1955 « Nous sommes contre les colonialistes et leurs hommes de main, qu'ils soient blancs, noirs ou jaunes. Et nous sommes les alliés de tous les partisans du droit des peuples et nations à disposer d'eux-mêmes sans considération de couleur. » Vous voyez? Voilà quelqu'un qui explique que nous n'avons pas de considération raciale. À partir du moment où vous êtes dans une logique de discussion avec pour principe fondamental que chaque pays doit pouvoir disposer de lui-même et de mener sa politique, et bien on coopère. C'est ça qu'a été la Russie et la Chine au sorti de la guerre. C'est-à-dire qu'au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, la Russie et la Chine ont très vite compris que si on ne spawne plus que des espèces comme les Hitler existent, il faut que les peuples puissent disposer d'eux-mêmes. Et qu'on entre dans une véritable coopération diplomatique, économique, culturelle, dans le strict respect des peuples. Si la France avait écouté, c'est-à-dire ce monsieur qui fonde mon engagement politique et ma vision, eh bien la France aurait produit des hommes politiques, la France aurait produit une économie, la France aurait produit une élite, la relation africaine et la France aujourd'hui aurait fait que la France, peut-être même l'Europe tout entière, aurait, je ne prends pas les États-Unis pour référence, serait un véritable pôle de développement. Mais non, ils n'ont pas voulu écouter M. Oumniobé, ils l'ont liquidé et ils l'ont assassiné. Il parle de la corruption. Quand la France, en 1960, gère 100% de l'économie camerounaise, c'est sur la base de quoi? En 1960, il y avait des appels d'offres. C'est-à-dire qu'en 1960, le président Ahidjo prend le pouvoir. Il lance des appels d'offres. Il y avait déjà d'autres puissances. Hein? C'est-à-dire qu'en 1960, la France n'est pas le seul pays qui peut construire les routes et les ponts. La France n'est pas le seul pays qui peut construire des hôpitaux, qui peut nous apporter même de l'assistance sur le plan universitaire, sur le plan de la recherche. Non, il y a beaucoup de pays. Et quand elle va détenir 100% de nos avoirs en réserve, elle va nous prendre du franc CFA. À savoir que chaque fois qu'un Camerounais va travailler et que le fruit de ce travail va produire une valeur qui va se vendre à l'étranger, moyennant des devises, quand la France va s'accaparer de ça, c'était sur la base de quoi? Ça a été un référendum, ça a été une vision pensée, ça a été une acceptation des Camerounais, ça a été une politique voulue par les Camerounais. Eh bien, il vient le dire aujourd'hui parce qu'ils sont même pas à 10%. Ils sont à 4,6% aujourd'hui dans l'économie du Cameroun. L'Italie est à 4,7%. L'Italie est un partenaire économique aujourd'hui plus important au Cameroun que la France. La France est à 4,7%. Elle est à 100% en 1960. Elle est à 80% en 1970. Elle est à 40% en 1990. Elle est à 10% en 2000. Elle est à 4,7% en 2023. Ce déclin-ci, le Cameroun n'est pas responsable de ce déclin-ci. C'est que c'est la France d'abord qui va de plus en plus, non seulement n'avoir plus d'hommes politiques pour relancer son économie et avoir quoi apporter. Avoir quoi apporter à une économie comme la nôtre? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait arrêté de se construire des routes. On aurait arrêté d'équiper nos armées. On aurait arrêté de développer de la relation bilatérale au niveau des échanges culturels. Parce que la France, elle, tombait en faillite. Parce qu'elle ne produisait plus d'hommes politiques capables de développer ce pays et pouvoir avoir quoi tenir et apporter dans le domaine
comment je vais dire que dans ce qu'on va appeler le monde du donner et du recevoir, tout naturellement, le président camerounais va comprendre, au-delà, aussi en termes de conséquences de la crise de 85 déjà sur les matières premières, de comprendre qu'il faut diversifier les partenariats. La diversification de partenariats va s'imposer de fait. Et on va regarder vers des pays qui vont avoir toute une autre façon de voir la coopération bilatérale entre États. Et c'est pour ça que nous avons fortement apprécié les déclarations du président. Le président vous explique que mon accord de coopération militaire avec la Russie, c'est un accord de coopération qui rentre dans la stricte routine des relations diplomatiques entre deux pays. Le Cameroun est dans une position de pays non aligné dans la guerre de Russie, dans l'opération spéciale militaire qui se passe en Ukraine. Le Cameroun est dans une vision de pays non aligné. Ça veut dire qu'elle coopère avec les États en fonction de ses intérêts. Et si la Russie estime que ses intérêts et que les intérêts du Cameroun sont convergents, pourquoi il ne signerait pas un accord de coopération militaire? Un accord de coopération militaire arrange les deux parties qu'il signe. Donc l'accord de coopération militaire n'a pas à être vu comme le Cameroun qui irait chercher un pseudo-soutien militaire de la Russie pour pouvoir attaquer et se mettre sous le parapluie de la Russie. C'est un accord de coopération militaire où nous avons aussi apporté à la Russie. Je rappelle que nous avons des écoles militaires interarmées et une école de guerre parmi les plus performantes au monde. Donc en termes de savoir-faire sur des techniques de combat en forêt, en termes de savoir-faire sur un certain type d'expérience militaire, la Russie peut en tirer comme le Cameroun peut en tirer. Surtout que le Cameroun, et le président le dit, ne forme pas que ses militaires et son armée en pleine Russie. Vous voyez donc que, tant pis pour l'Europe, si elle a cru que des financiers, c'est-à-dire que des mercenaires de la finance pouvaient devenir des chefs d'État. Tant pis pour l'Europe. Et ça produit ça. De quelqu'un qui arrive même pas à être un gentleman politique. Je rappelle que la Russie peut protester ce soir. Le président Banda a parfaitement raison. Et estimer que Yaoundé a offert une tribune à quelqu'un pour venir, comment je vais dire, la dispendier. La preuve, toutes les dépêches françaises, vous savez ce qu'elles reprennent? BFM vient de reprendre il y a 15 minutes. La Russie a un agenda africain qui n'est pas pour le bien-être de l'Afrique et des Africains. Voilà ce que BFM reprend. Et toutes les dépêches françaises reprennent cette déclaration sur la Russie, en quelque sorte, donnant l'impression que le sommet, la rencontre, la partie camerounaise a été associée à cette forfaiture. Ce n'est pas acceptable. Donc nous sommes même pratiquement en droit. Heureusement que ce sont des gens qui ont une profondeur politique et géopolitique que les Russes vont pas s'attarder là-dessus. Ils comprennent l'esbrouf et en quelque sorte la manipulation de la partie française. Mais je rappelle que cela ne se fait pas. Regardez comment il va traiter deux régimes, deux pouvoirs. Il va estimer que le pouvoir de Bangui, c'est un pouvoir autocratique qui traite avec Wagner pour ses intérêts à lui, pas de peuple. Je rappelle que le seul président arrivé au pouvoir en République centrafricaine sans tenir les armes, c'est le président Touadéra. Monsieur Kolimba a tenu les armes quand il venait. Monsieur Dako est arrivé par les armes. Monsieur Bokassa est arrivé par les armes. Bozizé est arrivé par les armes. Ils sont tous, Djoto Dia est arrivé par les armes. Et par les armes de qui? Qui faisait des coups d'État en Centrafrique? Qui déstabilisait la Centrafrique? Qui est le père des opérations Barracuda? Où on va voir une opération de la Légion étrangère française, des mercenaires français, déporter un chef d'État, chercher son cousin en pyjama. Monsieur Dako va refuser d'arriver à la présidence. On va l'amener à la présidence en pyjama. En pyjama. Le président Touadéra, c'est le seul qui va arriver au pouvoir à partir d'une élection transparente. Et il va assumer une relation diplomatique avec la Russie. Concernant le Mali, nous avons tous vu, cela a été filmé, la délégation conduite par le ministre Diop qui va rencontrer le ministre des Affaires étrangères russe, à savoir M. Lavrov. Et à la fin de cette rencontre, il y aura une déclaration conjointe.
La déclaration conjointe va pas seulement comporter le domaine sécuritaire. La déclaration conjointe de la coopération entre deux pays va balayer un certain nombre d'éléments sur le plan de la coopération. Il y a les volets économiques, il y a le volet de la recherche, il y a le volet de la science, il y a le volet de la formation, il y a le volet sécuritaire. La preuve, le Mali va s'équiper et tous les jours nous voyons, Wagner fabrique les armes, Wagner fabrique les hélicoptères de combat. Or, chaque jour, nous voyons effectivement l'État malien acheter des armes dans le cadre de cette relation bilatérale concernant la sécurité à l'État de la Fédération de Russie pour pouvoir équiper ses troupes. Regardez comment on parle de junte, de pouvoir illégitime, de pouvoir arriver d'utiliser Wagner sans en apporter la preuve. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la France va prononcer ses propos, va tenir ce langage, elle n'apportera pas la preuve. Ça veut dire que voit encore la diplomatie française? Elle ne vaut plus rien. Elle n'a rien à dire. C'est un langage diplomatique, Madame Capelle. Moi, j'ai suivi les discussions entre le Premier ministre, entre le ministre des Affaires étrangères Lavrov et le président Sassou Nguesso à Oyo. Mais M. Lavrov va expliquer pourquoi il est au Congo, ce qu'il attend du Congo et surtout, c'est-à-dire que ce qu'il propose au Congo en termes de relations bilatérales. Suivez le discours du ministre des Affaires étrangères Lavrov. C'est ça qu'on appelle la diplomatie. La France n'a plus rien de consistant. Elle n'a plus de diplomatie. Elle n'a plus rien à apporter. Eh bien, elle veut se prévaloir de ses propres turpitudes en venant dans une rencontre où le Cameroun lui dit oui, vous venez, soi-disant, dit-on, commenter comme étant dans votre précaré. Qu'est-ce que vous en avez apporté? Je chute en expliquant. Est-ce qu'il a annoncé un accord sur le plan économique de signer? 3 puits. J'aurais même, oui, supposons même 3 puits, Madame Capen. Son ambassadeur aurait pu inaugurer absolument rien. Donc il est dans une démarche de venir relancer un pacte colonial et dire je suis le patron, je suis la métropole, j'ai assassiné vos nationalistes, eh bien je viens dans mon précaré, le pétrole, j'ai besoin du pétrole et du gaz, vraiment débrouillez-vous et tout, trouvez-moi du pétrole et du gaz. Est-ce que c'est sérieux? Quand un président, un chef d'État assume une pareille forfaiture, est-ce qu'on a du droit à avoir encore de la considération pour le pays? Mais moi, je veux avoir de la considération pour les Français. Parce que nous faisons la part des choses entre l'élite dirigeante française, ceux qui ont assassiné, ceux qui fondent notre raison d'être, d'exister, et le peuple français, effectivement, qui lui aussi subit en quelque sorte la dictature en fait, de M. Macron. Je rappelle que pendant 2 ans, les gilets jaunes vont être dans la rue. Les gilets jaunes, c'est la classe moyenne française. C'est elle qui tient la France. C'est elle qui paye les impôts. C'est elle qui se sacrifie. C'est elle qui se lève tôt. Elle est solidaire du mouvement panafricaniste. Ils nous écrivent les gilets jaunes. Ils trouvent même qu'il faut faire ce qu'on appelle un monde altermondialiste contre les mondialistes. De savoir les gilets jaunes, les panafricanistes africains, nos frères des Caraïbes, nos frères d'Asie, de pouvoir mettre les peuples en mouvement, de se mettre ensemble, de s'armer dans des discussions intellectuelles pertinentes et pouvoir renverser ce nouvel ordre mondial qui porte des gens comme Macron qui n'ont été que des responsables des fusions-acquisitions, piller les États, porter les programmes de privatisation, détruire les États, détruire les entreprises, prendre tout, l'ivresse de l'enrichissement, s'enrichir, avoir de l'argent. Et voilà, on en fait des chefs d'État qui n'ont aucune solution pour leur pays, pour l'Afrique, pour nous, pour personne. Aucune solution. Donc, avis à ceux comme celui de Côte d'Ivoire. C'est un chef d'État. Non, c'est un chef d'État comme celui de Côte d'Ivoire. Avis à des gens comme ça de savoir que, eh bien, il faudra rapidement débarrasser ce genre de personnes à la tête de nos pays. Merci pour cette première intervention, Monsieur Essama. Le président français se dit admiratif de la jeunesse camerounaise. Il souhaite à cet effet aider la jeunesse camerounaise. Il a également souligné une diversification, la volonté de diversifier la coopération, notamment dans le domaine de l'agriculture, la formation, le numérique, vous ne citez que ceci. Quelle appréciation faites-vous? Déjà, il faut rappeler que l'Afrique n'est pas en ce moment bien pour qu'Emmanuel Macron vienne tenir des propos comme ce qu'il a tenu. Nous ne sommes pas contents d'utiliser le franc des colonies françaises d'Afrique
qui depuis 1945, le 25 décembre, a été créé par De Gaulle, qui est son grand-père, pendant que nos frères du Nigeria sont avec le Naira. Je pense qu'il faut aujourd'hui culturellement penser à mettre à la disposition de cette jeunesse une monnaie qui peut aujourd'hui permettre à ce que nous nous sentions également dignes. Nous ne sommes pas dignes. Donc, quand il dit qu'il veut aider la jeunesse, nous avons des infographes, nous avons des intellectuels au sein d'Afana qu'ils ont même assassinés. En 1966, nous avons Poemi Tchindjam qu'ils ont empoisonné. Et quand je pense à toutes ces personnes, aucune jeunesse ne serait contente de valider les crimes sur ces héros nationaux. Moi, par exemple, j'ai vu une Française, Sylvie Blocher, arriver à Bonakwamouan, au prétexte qu'elle vient demander les excuses pour ce que la France a eu à commettre. Mais attends, ma guerrière, comment quelqu'un peut avoir commis un crime et vient poser son monument? Est-ce que les veuves de Oumniobé n'étaient pas vivantes? Elles sont encore vivantes. Et je profite pour saluer les veuves de nos héros nationaux qui sont actuellement à Ezeka et qui souffrent de ne pas voir leur mari non seulement avoir une université qui peut porter le nom Université Oumniobé, même un aéroport qui pourrait porter, parce qu'aujourd'hui l'actualité, elle est là, du côté du Congo, qui a ramené la dent de Patrice Emery Lumumba. Je profite pour saluer le peuple congolais et leur dire merci. Et tous les enfants de la diaspora africaine, particulièrement camerounaise, également manifestent du côté de la France. Je ne peux pas citer, même dans l'avion d'Emmanuel Macron, il y avait un Achille Mbembe et Denise Epoté. Ils ne vont pas quand même dire qu'ils n'écoutent pas ce que Denise Epoté a dit décemment. Elle sait très bien, Denise Epoté, le papier qu'elle a fait sur moi lorsque j'ai été interpellé. Je prends par exemple mon cas personnel, où Denise Epoté constate que la plupart des grands espaces, des bâtiments publics, des noms des rues, continuent d'être à l'allégeance des négrophobes. Mais pendant George Floyd, ce qui s'est passé aux États-Unis, toute la terre a tremblé et on a débarrassé les places publiques, on a enlevé les négrophobes sur les places publiques. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a dit? Que non, ça fait partie de l'histoire de la France. Ça veut dire que pour lui, il n'acceptera jamais de reconnaître la négrophobie de certaines personnes qui sont sur les espaces publics. Pour dire ceci, la jeunesse ne se reconnaît pas en ce monsieur qui veut être déjà un pôle d'éducation. Non. La jeunesse également a envie, parce qu'on connaît très bien sa tendance avec les LGBT. Par contre, je suis très content de la Russie, qui déjà a décidé d'interdire toute campagne publicitaire sur les LGBT. Nous sommes fiers parce que ça répond à nos aspirations. La jeunesse ne se sent pas dans ce que Emmanuel Macron est en train de développer là-bas en France. Donc, il ne peut pas m'aider, il ne peut pas nous aider. Au contraire, il nous doit des réparations, comme ce qu'il a reconnu en Algérie, en pleine campagne. Il avait dit en Algérie, il considère la colonisation comme étant un crime contre l'humanité. Mais si donc la colonisation est un crime contre l'humanité, pourquoi laisser donc les criminels continuellement prospérer sur les espaces publics? Dessine le diable sur le mur, il sort. Pourquoi à Douala, par exemple, les exécutifs municipaux qui sont en relation avec les villes en France, notamment Bordeaux, l'ancien délégué du gouvernement, Tonin Fritz, il était parti à Bordeaux et puis il avait vu comment est-ce que Bordeaux aménage avec les exécutifs municipaux ce que la ville peut ressortir comme espace qui fait vivre la jeunesse. Mais Tonin est revenu. Au lieu d'implémenter ça, j'ai plutôt vu des petites astuces où ils ont pris une femme française, parce que c'est Tonin qui avait pris encore notre argent pour aller mettre le monument d'une française, et ce n'est pas grave. Au niveau du feu rouge Bessengue, ce n'est pas un héros national. Et Belekondo, qui est bien sûr placé au feu rouge Bessengue, voilà donc la coopération française qui envoie certains exécutifs qui n'étaient pas légitimes, parce qu'ils n'étaient pas élus, je reconnais. Mais le fait qu'il ait participé avec Bordeaux, on comprend que c'est donc ça qu'il a copié là-bas à Bordeaux pour venir mettre son frater. Je parle de la franc-maçonnerie, il faut être clair. Et Belekondo n'est pas un héros national. Qu'est-ce qu'il fait au feu rouge Bessengue?
un carrefour d'abord où on manque que c'est un feu. Il n'y a pas de feu de signalisation là-bas. Et de deux, on frappe encore les Camerounais, on met quelqu'un qui n'est pas un héros, on ne met pas l'épitaphe, on ne met pas le nom. Donc, en réalité, la coopération entre ce que la France d'Emmanuel Macron a eu à faire pendant son premier mandat, je ne crois pas que c'est au deuxième mandat qu'il va corriger ça. Il vient effectivement dans sa volonté impérialiste de dire, voilà, vous avez la Russie. Et j'en viens. La Russie est le seul pays au monde à n'avoir aucune colonie. Ma reine, guerrière, comment ne pas être fier d'un pays qui a créé déjà une arme qu'on appelle Satan, pour dire à toutes ces personnes-là que, ok, comme vous voulez nous faire parfois du comme vous avez fait à Kadhafi, comme vous avez fait du à Saddam Hussein, comme vous avez fait du à Idriss Déby, nous on va vous mettre alors, vous choisirez Satan 2. En fait, je pense que la jeunesse africaine est admirative, comme si bien Rebecca, une jeune Camerounaise avec qui j'étais au moment où Emmanuel Macron atterrissait ici hier, elle a chanté l'hymne national de la Russie avec fierté et gloire. Parce qu'il y a, même ici à Makepe, une école Russian Academy qui aujourd'hui permet aux enfants de prendre connaissance de la compétitivité russe. Pourquoi nous on parle la langue française? Nous ne sommes pas obligés. Nous ne sommes pas français. Et aujourd'hui, il y a la compétitivité qui peut obliger dans les Africains, les enfants, à aller dans des établissements scolaires où on a les langues compétitives. Je préfère encore que tous les Africains parlent les langues de ceux qui ont peut-être le know-how d'apporter des infrastructures. La France n'est pas compétitive. Regardez le pont sur le Vouri. On prend un vieux pont, on colle un nouveau pont à côté. Ils nous ont aidés en quoi? Les embouteillages nous finissent. Dans la ville de Douala, dès que vous êtes à Bessengue, vous voulez sortir, on passe de ADD, ce qu'ils appellent le contrat, le CDD, où ils parlent des aides. Quelle aide la France a eu à faire au Cameroun quand on sait que la seule aide c'est d'apporter l'alcool avec les brasseries où on rend les Camerounais ivrognes. Aucun peuple ne se développe avec de l'alcool, on se développe avec des bibliothèques. Donc l'aide qu'ils prétendent avoir apportée, la jeunesse ne se reconnaît pas. Au niveau culturel, on sait très bien que toutes les fois où il y a la fête de la musique, ils prennent carrément la route pour déposer des studios, et avec tous les risques que ça peut comporter, où il peut y avoir des accidents. L'Institut français, qu'est-ce que ça fait au Cameroun jusqu'à ce que ça mobilise des gens, des êtres humains sur les routes? N'allons même pas loin. Les brasseries aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est pas réellement du matériel définitif. Qu'est-ce que ça fait en plein centre-ville? À quoi? À Bali. Quand on sait que ça devrait être en principe dans les zones périphériques, vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir une société comme Simencam qui est en plein cœur du Vouri, qui déverse ses déchets. Le Vouri n'est pas propre à cause de Simencam. Nous subissons toute cette saleté à cause des déchets déversés. Voilà des gens qui devraient être frappés. Et on va voir combien le prix du ciment aujourd'hui rend les Camerounais incapables. Comment un jeune va se construire? Comment un jeune va aujourd'hui œuvrer dans les connexions Internet quand on sait que la société, sans publicité, Orange, défie même jusqu'à enlever les emplois aux Camerounais? Comment peut-on accepter que quelqu'un qui est venu pour faire la finance, la télécommunication devient une agence financière à tel point où il s'arroge les droits de facturer le porte-monnaie électronique? Des sociétés qui, en réalité, parce qu'elles perdent déjà du vent, elles veulent s'enrichir à tout prix et nous servent une connexion Internet de très bas niveau. Je vais peut-être terminer par le côté mémoriel que j'ai bien sûr évoqué tout à l'heure. Ma guerrière, notre pays a un problème avec la France qui ne veut pas reconnaître ce que Emmanuel Macron, j'ai vu encore sur France 24, il dit qu'il a envoyé les historiens pour mettre la lumière sur la période de la colonisation. Et c'est très grave. Il ouvrira les visages. Depuis qu'ils ont promis. Et Emmanuel Macron est au courant puisque actuellement on a retrocédé à l'Algérie plusieurs de ses clans.
l'Algérie et le Cameroun, nous avons des relations historiques. Ernest Ouandié est parti en Algérie pour apprendre à se servir des armes. Nelson Mandela, pareil. Parce qu'à un moment donné, avec ces personnes, on ne négocie plus. On fait comme Assimi Goïta. Et je félicite ce héros qui aujourd'hui est notre modèle. Parce qu'en réalité, nous sommes fiers d'Assimi Goïta en ce sens où tout ce que Assimi Goïta a décidé de faire, enlever les bases militaires françaises, c'est des chômeurs qui viennent en Afrique et qui nous empêchent d'avoir également de l'espace. Nous voulons également exister dans l'échiquier mondial. Pourquoi ce sont les Français qui vont apporter des bases militaires et qui vont sous-développer l'Afrique en ce sens où on a manœuvré, par exemple, j'ai vu comment on manœuvrait des vieux papas. Chaque fois qu'il y a le 14 juillet à Bonanjo, devant le négrophobe Philippe Autocloc, qui s'appelle Leclerc, et c'est même pas un général, il faut encore rappeler que c'est un petit capitaine qui s'est carrément donné, il s'est autogradé. Emmanuel Macron suit cette émission, je crois qu'il connaît très bien qui était Philippe Autocloc dans les mémoires. Ce n'était jamais un général, comme c'est une affaire qui le concerne. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il vient faire? Est-ce qu'un militaire français peut mourir pour un Camerounais? Comme disent un peu dans le monde entier, combien de militaires français sont déjà un jour morts pour les Africains? Et c'est peut-être là où il faut aller dans la globalité de ce que la France a comme vision sur les Africains. Nous sommes pour eux des personnes en 1884 qu'ils ont cloisonné en petits pays pour pouvoir venir, après ils quittent ici, pas au Bénin, ils trompent toujours là-bas, après ils partent chez Sékou Touré. Mais attendez, vous savez ce qu'ils ont fait à Sékou Touré? Ils ont carrément, c'est du nazisme. La France applique du nazisme en Afrique. Nazisme monétaire, nazisme culturel et du nazisme spirituel. J'en ai terminé. Monsieur André Christel Fanga, le président de la République du Cameroun, la relation avec la Russie est ancienne. Aucun rapport avec la guerre en Ukraine. Tels sont les propos du président, son Excellence, Monsieur Paul Biya. Et le président français a renchéri en disant qu'il y a deux présences russes en Afrique. La diplomatie russe qui entretient des rapports anciens et la milice Wagner qui ne constitue pas une coopération classique. Quelle lecture faites-vous? Première des choses, quand quelqu'un vient chez vous à 22 h la nuit, c'est un voleur. Si quelqu'un vient chez vous... rapport avec l'impact de sa présence, selon vous? Si quelqu'un vient chez vous, premièrement, sans demander, c'est un voleur. Parce qu'il a forcé la demande. Personne ne le voulait. Le patriarche Paul Biya ne l'a pas invité. Faut dire ça aux Africains et à tout le monde. On ne l'a pas invité. Mais comme le patriarche, c'est un sage, il a trouvé moyen. Et c'est Mvondo Ayolo qui était à la manœuvre, ancien ambassadeur du Cameroun en France. C'est lui qui était à la manœuvre. Donc, quand nous voyons tout ça, M. Macron vient déclarer en Mondiovision qu'il y a deux Russies. Deux Russies. Mais c'est incroyable. Deux Russies. Nous, on connaît une seule Russie. Bon, ok. Président Bandakani, je vais vous faire de vos propos de la dernière fois. Si c'est Wagner qui fait trop mal à la France, on va wagneriser le continent. Parce que c'est incroyable, si c'est Wagner qui fait tellement peur à la France, que non. Comme il y a deux Russies, la deuxième Russie s'appelle Wagner. La première Russie s'appelle Russie Poutine, n'est-ce pas? Ok, si c'est la Russie Wagner qui fait tellement peur à Macron, on va wagneriser le continent africain. Parce qu'au moins, où Wagner passe, les rebelles français se passent. Là où Wagner passe, le désordre causé par la France disparaît. On a vu deux pays, prenons un exemple. La Centrafrique. La Centrafrique était occupée, le seul quartier qui appartenait à l'État de Centrafrique, c'était le kilomètre 5, le centre-ville de Bangui.
Donc le seul quartier qui appartenait à l'État centrafricain, c'était le centre-ville. Et où il y avait l'aéroport, où il y a l'aéroport, le palais présidentiel. Point. Ça s'arrête là. Tout le reste était occupé par les rebelles. Dans un pays, il y a plus d'une trentaine de groupes rebelles. Et vous pouvez les appeler ça un pays. Et rappelons-nous qu'il y avait des formateurs de l'Union européenne qui entraînaient l'armée centrafricaine avec les bâtons. Vous entraînez une armée formateur de l'Union européenne, c'est-à-dire formateur français, qui entraînait les forces armées centrafricaines, les FACA, avec les bâtons. Donc c'est pour chasser quoi? Les rats. Alors que les rebelles de Bozizé, les rebelles de CPC, les rebelles de Toja et tout cela étaient bien armés. Et vous dites que non, il y a deux Russies. Vraiment, si ce n'est pas de l'idiotie, c'est quoi? C'est de la folie. C'est même de la bêtise. De venir dire en plein à Mondiovision que non, il y a deux Russies, la Russie qui utilise la diplomatie et une autre Russie qui utilise le mercenariat. Ok. Saluons le mercenariat. Il y a plus mercenaires en Afrique que la France. La plupart de tous ces groupes rebelles qui ont été formés par qui? On les a tous attrapés. Nous saluons Guignolo. Vous connaissez Guignolo, non? Nous saluons Guignolo. Nous saluons Lewis. Lewis. Nous saluons la mémoire de Bob Denard. Nous saluons tous ces grands, les Bechtel et tous ces mercenaires-là, n'est-ce pas? Nous les saluons. Les Mesmer, tout ça, on les salue. C'était des grands hommes français. Mais sans compter le suicidaire de De Gaulle, que la France respecte, n'est-ce pas? Que son petit-fils, arrière-petit-fils, il vient se présenter comme un gaulliste, n'est-ce pas? Ce petit qui est à Yaoundé, il vient se présenter comme un gaulliste. Mais il oublie que la première des choses qu'il devait faire, c'était de venir à Douala à la chambre de commerce et venir remercier le Cameroun d'avoir permis que la France soit un État libre. C'est la première des choses. Si Macron lisait vraiment l'histoire de la France, parce que c'est à partir de Douala, comme M. De Gaulle, parce qu'il prend la route, il quitte au Nigeria, il dit bon ok, il a appris qu'il y a un pays qu'on appelle le Cameroun, il va aller là-bas voir si possible, s'il n'arrive pas à trouver du réconfort ou bien des hommes là-bas, il se suicide. Il arrive à Douala, les chefs, la grande communauté camerounaise, parce que je ne veux pas citer une seule communauté, se mobilisent, l'adou, le prépare, et c'est comme ça que M. De Gaulle prend la route. Il remonte, il va en N'Djamena, Bénin, un peu de partout. En fait, il prend des hommes et ils finissent par aller libérer la France. Et ces hommes-là, on les appelait les tirailleurs. Donc, quand M. Macron parle de deux Russies, nous on connaît la Russie qui travaille en coopération, bien sûr, avec les Africains. Et nous, on connaît la France criminelle. On connaît la France assassine. Sur le volet économique, on a commencé à donner les chiffres. Heureusement que le patriarche Paul Biya a déjà mis hors d'état de nuire M. Vincent Bolloré et qui allait vendre quelque chose qui ne l'appartient pas. Comment vous pouvez vendre quelque chose qui ne vous appartient pas? Vous vendez Camrail, vous vendez la société de bois, vous vendez les terminaux à conteneurs qui sont les affaires des États, les patrimoines des États. Mais vous partez vendre ça à une fausse société. Nous voulons dire à M. Macron, il a lancé son caillou, l'oiseau a vu. Nous les Africains, nous ne sommes plus bêtes. Aujourd'hui, il ne va pas nous décourager de signer des partenariats avec la Russie. Il ne va pas décourager les peuples africains de marcher main dans la main avec la Russie. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la Russie a prouvé, et ce n'est pas qu'aujourd'hui, depuis les temps anciens, nous avons des anciennes photos de M. Poutine étant encore tout jeune militaire, n'est-ce pas, aux côtés des grands révolutionnaires africains. Donc, depuis longtemps, il a toujours été aux côtés des Africains. Donc, aujourd'hui, vous n'allez pas venir faire croire aux Africains que non, c'est aujourd'hui qu'on découvre Poutine ou bien qu'on découvre la Russie. Non, on ne découvre pas la Russie aujourd'hui. Donc, nous voulons dire à M. Macron, la France
est une malédiction. La France est une malédiction. Et lui-même est une malédiction. Parce que tous les malheurs qui ont frappé la France, c'est à cause d'un maudit comme lui. Et d'ailleurs, si vous faites l'historique, il y a un célèbre médium, prédicteur de l'avenir qu'on appelait Nostradamus. Le jour que la France aura un jeune président, la cathédrale Notre-Dame va brûler. Est-ce que la cathédrale Notre-Dame n'a pas brûlé? Est-ce que les Français ne sont pas dans la rue? La France va connaître des problèmes extrêmement graves. Est-ce que la France n'est pas dans les problèmes aujourd'hui où on voit les gens dans la rue? Parce que cette France a une dette de sang à payer. Cette France a une dette de sang à payer. Monsieur Macron, vous ne pouvez pas venir vous balader au Cameroun et vous ne pensez pas au peuple, à la grande Sanaga maritime. Vous ne pensez pas au grand pays Bamileke. Vous ne pensez pas au grand pays Boulou. Vous ne pensez pas aux Ekans et tous ceux qui ont perdu la vie à cause de vos criminels. À cause de vos gens que vous avez envoyés assassiner les héros. À cause de ces militaires. Vous avez versé du napalm partout. Vous n'avez jamais demandé pardon. Vous n'avez jamais... Je crois que la première des choses, quand vous atterrissez au Cameroun, vous avez dit un jour que vous n'êtes pas comptable des effets de la colonisation ou bien du néocolonialisme. Mais vous dites que vous voulez repenser un nouveau partenariat. Tout commence par la repentance. Si vous ne vous repentez pas, vous ne pouvez pas réussir dans cette opération de charme. Parce que la vérité, c'est que M. Macron a faim. Il a besoin d'un peu de nourriture. La France est affamée. Elles ont besoin d'un peu de nourriture. Et ça, nous sommes humanistes, nous les Africains. Nous ne refusons rien à personne. Mais, première des choses, c'est de montrer, patte blanche, n'est-ce pas, que tu es venu parce que tu en manques et tu demandes. Nous sommes des peuples charitables. Nous allons continuer à faire la charité et à nourrir le monde. Ça, mettez-le dans votre tête. Nous n'avons pas besoin de tout ce que vous avez, tout ce que vous faites croire aux Africains, donc que vous maîtrisez la situation. Vous ne maîtrisez pas la situation. Parce que si vous maîtrisez la situation, vous ne serez pas venu la nuit. Oui, vous ne serez pas venu la nuit. Heureusement que le sage africain, son excellent Paul Biya, vous a donné des leçons de patriarche, en vous faisant être l'interprète, le porte-parole de ces questions. Et vous l'avez répété comme un gamin et c'est normal. Et ça, c'est le patriarcat. Et je pense que pour tous ceux qui connaissent la rhétorique des questions, la réponse, quand vous ne voulez pas répondre à une question, ou bien quand vous voulez demander à quelqu'un de ne pas vous poser une question, vous lui dites de répéter la question et au fur et à mesure qu'il va répondre à cette question, vous reposez la question, le sens de la question aura disparu. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons vu un président camerounais extrêmement sage, extrêmement lucide, extrêmement compréhensif que c'est un gamin, il a en face de lui un gamin, un enfant qui gesticule. Ce n'est pas au Cameroun qu'on vient gesticuler.